quand on regarde l'offre produit, elle s'est considérablement développée. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de véhicules particuliers, mais sur les véhicules utilitaires. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans l'émission Stéphanie Gay, directrice du salon Drive to Zero. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Alors, urgence climatique oblige, le salon Drive to Zero, un salon unique en son genre, qui vient d'ouvrir ses portes à Paris, a une ambitieuse vocation. Résoudre l'équation zéro carbone, zéro émission, zéro nuisance, sans laisser personne sur le bord de la route. Pour y parvenir, Stéphanie Gay, la directrice du salon Drive to Zero, a réuni au Grand Palais éphémère tous les acteurs de l'écosystème pour brainstormer sur l'avenir de la mobilité. Et si cet avenir était en train de s'écrire ici, à Paris, au Grand Palais éphémère? On en parle tout de suite dans Be My Guest avec Stéphanie Gay. Stéphanie, vous n'êtes pas une nouvelle venue dans le monde des salons. Vous avez été directrice marketing du salon Pollutech. Vous avez également été directrice des salons environnement, climat et océan. Vous êtes toujours directrice du salon des maires et des collectivités locales depuis 2019. Et pour la première fois cette année, vous êtes directrice du salon Drive to Zero, le salon de la mobilité décarbonée. Alors, on dirait qu'en fait, votre carrière a été construite dans ce seul but, en fait, l'accomplissement d'une mission, la décarbonation. Alors, c'est effectivement assez exact. C'est-à-dire que je travaille sur ces sujets depuis bien longtemps. J'ai eu la chance de rencontrer de nombreux experts depuis une vingtaine d'années. Ces experts qui m'ont transmis à la fois finalement leur enthousiasme, leur conviction. Et finalement, ce travail d'organisatrice de salon, c'est un travail de synthèse, un travail de valorisation, de promotion de ce qui existe. Et c'est vrai que j'ai des convictions aussi personnelles sur la nécessité d'avancer sur ces sujets. Et du coup, sur Pollutech, effectivement, que j'ai dirigé pendant de nombreuses années, c'était assez, finalement, le cœur était le marché de l'environnement. Donc finalement, c'était peut-être pas le lieu le plus simple, parce que les industries de l'environnement ont aussi des chemins à faire vers la lutte contre le réchauffement climatique, évidemment, mais c'était finalement assez naturellement que après Pollutech, quand notamment j'ai pris le salon des maires, les enjeux de la transition écologique m'ont suivi, qu'on en a déployé partout, et aujourd'hui avec Drive to Zero, c'est également une belle, je dirais, opportunité de pouvoir faire converger à la fois des industries qui ont une nécessaire approche écosystémique, on y reviendra, dans des enjeux d'actualité. La décarbonation en est un, mais les enjeux sociétaux aussi liés à la mobilité sont au cœur de Drive to Zero également. On y reviendra, mais zéro carbone, zéro nuisance, zéro émission, c'est un peu le mantra du salon. C'est très ambitieux. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste, ou est-ce que c'est vraiment un but vers lequel on doit tendre, essayer de faire de son mieux pour réduire plutôt que d'arriver à zéro? Et donc c'est une trajectoire. Ça peut être à la fois une trajectoire, puis c'est un démarrage, c'est-à-dire on part effectivement d'une année zéro. Finalement, ce Drive to Zero 2023, c'est l'année zéro, c'est le premier événement. Et puis cette trajectoire vers le zéro carbone, c'est une ambition. Évidemment que ce serait très facile de réduire et finalement de ranger, de classer le sujet en disant que c'est impossible. Mais je dirais que les gens qui sont réunis aujourd'hui ont tous le désir d'avancer vers ces sujets-là. On a tous conscience que le chemin n'est pas encore abouti, mais il démarre et il y a énormément d'investissements, d'innovation, de compétences dans l'événement Drive to Zero déjà qui a ouvert ses portes à 14h ce mercredi, voilà, et qui sont partagées et en tout cas à suivre. Alors, vous avez mentionné les enjeux sociétaux, effectivement. La mobilité de demain doit être inclusive, mais elle doit être aussi multimodale, j'imagine. Est-ce qu'elle sera également multi-énergie? Alors, elle est effectivement tournée autour des usagers. C'est vraiment ce qui a rassemblé le comité d'organisation de Drive to Zero, qui est constitué d'un certain nombre d'associations professionnelles issues du monde des collectivités, de l'environnement, de la construction automobile, des travaux publics. L'ensemble de ces acteurs ont cette ambition commune de répondre aux trajets du quotidien.
les déplacements du quotidien, c'est 80-85% finalement se passe par la route. Donc finalement tout le monde a convergé vers, il faut qu'on travaille sur les usages de la route. Non pas que le reste, mais le reste peut être géré d'une autre manière, notamment je dirais que la mobilité dans les grandes villes, il y a déjà beaucoup de choses qui existent au travers notamment des transports en commun. Mais vraiment on s'est attelé à travailler sur cette partie qui est quand même très importante et qui crée aussi des préoccupations auprès des habitants. Changer de mode de mobilité, quand effectivement on explique aux gens que bientôt les véhicules thermiques ne seront plus disponibles sur le marché, on a l'impression qu'on va nous priver de liberté. Et ça, c'est un sujet qui nous tient à cœur. C'est-à-dire que Drive to Zero travaille sur le fait de ne pas perdre cette liberté. C'est le déplacement, il va peut-être se faire différemment, il va se faire avec de nouveaux modes de transport et effectivement avec cette multimodalité où on va combiner les solutions. Donc on ne les oppose pas entre elles sur Drive to Zero, on les combine, on les associe, on les rassemble pour les proposer aux utilisateurs. Drive to Zero, c'est un salon écolo, mais qui a pour vocation de rassembler et non pas de monter les gens les uns contre les autres avec des dogmes. Ce n'est pas un salon dogmatique, c'est un salon en phase avec les réalités du quotidien, les réalités des déplacements du quotidien, avec les réalités aussi des territoires, de la configuration des territoires. À un moment donné, on ne peut pas travailler sur les enjeux de la mobilité de la même manière en métropole et dans les petites villes, entre la ville et la campagne. Évidemment qu'il faut s'adapter en fait à tous ces contextes territoriaux, aux besoins des usagers. Encore une fois, c'est vraiment remettre l'usager au centre et pas à côté en lui faisant subir des modifications dans sa vie, dans son quotidien, qui peuvent aussi lui laisser penser qu'on prie de liberté. Rassembler et ne pas opposer. Tout à fait. Alors Drive to Zero s'appuie sur un groupe de presse, Infopro Digital, qui possède plusieurs titres emblématiques, professionnels, comme par exemple Usine Nouvelle, Le Moniteur, LSA, mais aussi Auto Info. Ces titres couvrent en fait tous les maillons de la chaîne, tout l'écosystème. L'automobile, on l'a dit, le bâtiment, la distribution, etc. Vous avez réuni à Drive to Zero tous les acteurs de l'écosystème, des équipementiers, des constructeurs automobiles, des constructeurs de mobilité douce, des énergéticiens, des collectivités territoriales. Vous essayez en fait de faire travailler tout ce petit monde ensemble, de les faire brainstormer sur la mobilité de demain. C'est ça, de Drive to Zero? Alors, nombreux d'entre eux travaillent évidemment d'ores et déjà ensemble. En fait, quand on les a interviewés pendant de nombreux mois, ils nous ont partagé de manière très transparente leurs difficultés, leurs problématiques. Et en fait, il nous est apparu assez évident que la problématique de l'un pouvait être réglée par la solution de l'autre et vice-versa. Donc cette évidence nous a finalement incité à créer cet événement, à les rassembler en disant mais finalement quelles sont les opportunités qu'ils ont de se rencontrer. On les a interrogés, on leur a dit est-ce qu'il y a un salon qui existe et qui vous permet d'échanger avec justement les acteurs dont vous nous parlez. Donc les constructeurs nous parlaient des collectivités, voilà, les acteurs des bords nous parlaient aussi du monde des travaux publics. Enfin, tous ces acteurs-là nous interrogeaient, nous disaient voilà, on aimerait rencontrer ces gens-là. Vous les rencontrez quelque part? Non, cet événement, ce salon n'existe pas. Donc ça a vraiment finalement donné une évidence et la création de Drive to Zero portée finalement par ces acteurs qui en ont fait le vœu. Alors Drive to Zero est un salon professionnel, mais pas que. Vendredi, il sera ouvert au grand public. Alors c'est vrai que les Français sont un peu perdus avec toutes les réglementations, la norme Euro 7, 2035, fin des moteurs thermiques, on ne sait plus quoi acheter. Ce salon a-t-il aussi vocation, maintenant je parle du grand public, à rassurer et à informer, mais aussi à fédérer l'ensemble de la population autour du sujet de l'environnement? Alors je pense que la bonne information, vous le disiez, il y a effectivement beaucoup de choses, beaucoup de préoccupations, parfois qui ne se fondent pas sur des faits. Sur une réalité qui n'est pas vraiment celle des freins actuels. Il y a de nombreux freins au déploiement de la mobilité décarbonée. Nous sommes là pour en parler sur Drive to Zero et les lever, ces freins aux côtés des acteurs professionnels. Et effectivement, c'est important de partager avec les usagers, parce qu'on leur dit beaucoup de choses, et effectivement, que ce ne soit pas vécu comme une contrainte. Donc déjà expliquer où on en est,
que effectivement l'ensemble de ces acteurs sont engagés, donc les choses vont s'accélérer, que très rapidement la plupart des constructeurs, dont DS ici présent, va totalement arrêter à partir de 2030 tous les nouveaux véhicules en fait, de DS seront des véhicules électriques. C'est important, c'est une vraie rupture. Il y a un certain nombre d'acteurs ici qui vont pouvoir expliquer où nous en sommes, les rassurer sur l'avenir. Après, la réalité, c'est qu'effectivement, les voitures aujourd'hui qui sont sur la route sont des voitures qui roulent au thermique. Donc la question n'est pas effectivement de toutes les rétrofiter aujourd'hui, mais effectivement dans un temps qui arrive de renouveler le parc automobile, et c'est effectivement cet engagement-là. Ça, c'est la partie véhicule, voiture. Après, sur Drive to Zero, on a aussi la possibilité de dialoguer avec le grand public sur justement cette multimodalité. Comment est-ce qu'on peut se déplacer d'un point A à un point B en France et en Europe en utilisant le train, en utilisant effectivement des transports collectifs. Comment est-ce qu'effectivement on peut aussi sur des mobilités plus douces, comment on peut combiner finalement un certain nombre de modes de transport et ne pas perdre en confort et en liberté. Alors justement, en parlant de multimodalité, nous nous trouvons ici dans une navette autonome BNP Arval qui circule d'ailleurs à Rueil-Malmaison au milieu de la circulation, certes à 20 km/h, certes juste avec des employés de BNP, mais voilà, donc l'avenir est en marche. Qu'est-ce que vous y croyez à ce modèle en fait de véhicule autonome? Alors le véhicule autonome, ce sont des innovations qui depuis un certain nombre d'années, sont déjà testés. La Navia a été testée à Lyon. Voilà, effectivement, maintenant, on l'a dans certains sites. Pour le moment, ce sont des sites, privés. On l'a pas encore sur des voies publiques larges. Mais oui, bien sûr, pourquoi pas. Le métro fonctionne déjà, sans chauffeur, mais sur des routes sécurisées. Voilà, à un moment donné, ce type de véhicule pose aussi la question de l'aménagement des routes. Est-ce que nos routes sont aménagées, organisées, gérées de façon à pouvoir accueillir ce type de véhicule? La question de l'aménagement des routes, elle se pose pour ce type de véhicule, mais également pour le partage entre les voitures, les vélos. On pourrait parler des trottinettes avec ce qui vient de se passer à Paris. J'allais y venir. Est-ce que la question tourne autour des véhicules ou autour de l'aménagement de la route et de finalement repenser la route pour ce multi-usage, cette combinaison qui peut évoluer très facilement grâce aux innovations? C'est peut-être là la question. Je pense qu'on passe beaucoup de temps à se préoccuper du véhicule, alors que peut-être l'investissement se passe plutôt sur nos voiries. Alors ça c'est faisable dans des villes nouvelles ou des villes avec des avenues assez larges, mais dans des petites rues étroites, c'est compliqué quand même de se partager c'est déjà parfois très difficile effectivement entre deux voitures. Encore une fois, ce sont des investissements, des aménagements qui sont possibles. Nos villes, qu'elles soient grandes ou petites, ont beaucoup évolué au fil des siècles. Les évolutions à venir vont évidemment poser cette question. Il faudra bien sûr respecter aussi les ânes, le sujet du zéro artificialisation nette. Donc l'idée n'est pas non plus que la voirie prenne sur des espaces qui doivent être rendus à la nature, mais il y a une réflexion à effectivement se poser lorsque l'on aménage son territoire sur les modalités de déplacement, et effectivement ne pas envisager encore une fois un endroit pour la voiture, un endroit pour le vélo, un endroit pour les bus. C'est beaucoup ce qu'on a vu dans les investissements ces 30 dernières années, mais peut-être effectivement de se dire c'est quoi le bon aménagement routier pour combiner et finalement laisser à l'usager le choix de se déplacer avec le véhicule qui le souhaite. Alors, vous l'avez évoqué, les trottinettes, donc les mobilités douces ont subi quand même un revers dimanche dernier lorsque Anne Hidalgo a appelé les Parisiens à voter pour une consultation citoyenne pour voter pour le maintien ou contre le maintien des trottinettes en libre service. Est-ce que vous pensez que ce mode de déplacement, les trottinettes électriques, c'était une mode et en fait, c'est du passé à présent? Alors, moi je roule beaucoup à vélo. Et une fois, j'ai été interpellée dans la rue suite à un incident avec un véhicule beaucoup plus motorisé que le mien. Et en fait, une personne s'est arrêtée à côté de moi et m'a dit « Mais madame, ce n'est pas de votre faute, vous êtes pris en otage par le code de la route ». Effectivement, on a une règle d'usage, un code de la route qui a quand même été centré autour de la voiture.
Donc peut-être que le sujet, au-delà encore une fois d'incriminer les véhicules, les services ou la façon dont ils sont gérés, et de se poser la question de finalement retravailler aussi ce code de la route, finalement aussi la façon dont nous avons été formés pour utiliser les voies routières, pour pouvoir la partager avec différentes formes de véhicules. Il y a des pays dans le monde qui ont des habitudes effectivement de partager cette voirie entre les vélos, les piétons, différentes formes de véhicules intermédiaires, des voitures ou des plus gros véhicules, et qui ont intégré cela dans leur urbanisme. Cette question, effectivement, à mon avis, doit être au centre de nos débats. Alors, l'automobile et la mobilité en général, surtout l'automobile, c'est un monde très masculin. Et lorsque on fait le tour du salon Drive to Zero, on constate qu'il y a beaucoup de femmes. Est-ce que la mobilité décarbonée, c'est une affaire de femmes ? Alors je pense que tous les sujets sont autant des affaires de femmes que des affaires d'hommes. Mais effectivement, je vous remercie de nous poser la question parce que on a créé un certain nombre de panels et nous cherchions des expertes femmes pour pouvoir partager ces débats. Nous en avons trouvé, évidemment, là où parfois on me disait non, c'est un secteur d'hommes. Je pense qu'aujourd'hui, secteur d'hommes, secteur de femmes, c'est important de continuer, en tout cas, de donner la parole aux femmes. Pourquoi ? Parce que la femme, elle utilise les moyens de transport comme un homme. Finalement, 50% des usagers sont des femmes. Donc se passer de 50% des usagers pour prendre des décisions qui nous concernent, nous femmes, je pense que c'est pas la meilleure idée. En tout cas, je pense que voilà, à un moment, l'équilibre se fait, et sur des sujets qui sont finalement qui s'adressent à nous tous et à nous toutes, il est fondamental effectivement que les femmes soient au cœur de cet événement. Alors, contrairement au lieu où nous nous trouvons, le Grand Palais éphémère, ce salon n'a pas vocation à l'être éphémère. Une prochaine édition est déjà prévue pour 2024. Est-ce que c'est un rendez-vous annuel que vous nous proposez ? Oui, ce sera un rendez-vous annuel. Pour le moment, nous gardons secrète la date et le prochain lieu qui sera donc à l'issue de cet événement partagé avec tout le monde. Alors, dans le post annonçant l'émission d'aujourd'hui, je me suis interrogée, par provocation, sur l'avenir du mondial de l'auto et sur celui de Drive to Zero. Et je me demande si on ne pourrait pas imaginer que le mondial de l'auto soit un jour remplacé par Drive to Zero. Je pense que ce n'est pas tout à fait le même sujet. Le salon de l'automobile s'adresse massivement au grand public avec un objectif effectivement pour les constructeurs de vendre un maximum de véhicules. Drive to Zero, c'est un écosystème dans lequel les constructeurs sont une partie des acteurs mais pas l'ensemble des participants. Drive to Zero, c'est un salon qui est destiné encore une fois au déploiement sans responsabiliser une filière plutôt qu'une autre, mais en rassemblant l'ensemble de ces acteurs-là pour avancer ensemble vers la décarbonation de la mobilité. Alors vous faites quand même un clin d'œil au salon de l'auto, en vous installant au Grand Palais éphémère qui a occupé le salon d'auto le Grand Palais qui a occupé le salon de l'auto de 1901 à 1961. Lorsque on rentre, on a tout de suite, dans le salon Drive to Zero, on a tout de suite cette sphère avec des propositions artistiques sur la mobilité de demain. Et là, pour certaines, on constate qu'en fait, les artistes ont imaginé un monde sans voiture. Et c'est pour ça que je vous interrogeais sur le mondial de l'auto et Drive to Zero. Le mondial de l'auto, pas tout de suite bien sûr, mais à terme, en 2050 par exemple, est-ce que vous ne pensez pas qu'il sera plutôt remplacé par d'autres formes, que l'automobile ce sera une forme de loisir et que la mobilité sera tout autre ? Alors je pense que le déplacement individuel a encore de belles années devant lui. Effectivement, nos artistes ont combiné certaines affirmations en travaillant avec une intelligence artificielle pour créer effectivement des réactions, de l'émotion sur ces enjeux de la mobilité. Donc ils ont combiné un certain nombre de sujets. Ils proposent des véhicules, dont des voitures. Effectivement, il y a un métro, le métro GT, qui fait la course dans la ville et finalement qui est une manière aussi assez qui peut à un moment donné poser question sur finalement comment est-ce que nous allons aborder nos déplacements dans les transports en commun demain, si finalement effectivement dans les villes ça devient la majorité des véhicules. Comment est-ce que finalement culturellement nous allons nous engager dans cette voie-là. Vous avez un véhicule qui est très intéressant, qui a besoin de ressources naturelles et notamment d'eau
à la place du carburant pour se déplacer. Dans les enjeux actuels de l'eau, ça pose aussi beaucoup de questions. Voilà, mais ce véhicule aussi a été réfléchi avec des roues qui ont des capteurs organiques pour aller identifier les ressources, ce qui pose la question des ressources et justement de la rareté, la raréfaction des ressources. Donc pour se déplacer, il doit traverser le désert en cherchant de l'eau, un peu comme nous, on cherche en ce moment des stations-service. Vous avez aussi une Formule I sans moteur, qui effectivement finalement est un véhicule assez lent, mais voilà, qui utilise le relief pour se déplacer, pour prendre de la vitesse. Voilà. Donc l'idée aussi est un peu de faire réfléchir, de créer encore une fois de l'émotion et de laisser l'imaginaire, parce que l'imaginaire dans l'innovation technologique a toujours ou d'ailleurs l'innovation low-tech, hein, a toujours une part très importante pour nous faire avancer. Alors c'est la raison pour laquelle vous avez sollicité des artistes, parce que c'est vrai que c'est surprenant lorsqu'on arrive de voir cette installation qui trône au milieu du salon. Mais pour nous, ce sujet de la mobilité, il est culturel. Quand on embrasse un sujet culturel, on ne peut pas l'embrasser juste avec de l'innovation technologique. Il était important à la fois que l'humain soit au centre, donc tous ces débats, tout cet écosystème d'acteurs, finalement, ce qui fait aussi, je dirais, l'importance de cet événement, ce sont les gens qui y sont. Au-delà même de la partie exposition et tous ces débats, vous voyez, les salles sont pleines, voilà, les gens sont curieux, ils ont envie d'échanger, nos panels ont croisé vraiment les points de vue. Et je pense que voilà, ça intéresse beaucoup de savoir comment ces échanges effectivement voilà, peuvent aussi nourrir toutes ces industries. L'artistique, ça prend les choses un peu différemment. Le sujet est culturel, il est forcément émotionnel, il a attrait à ce qui touche tout le monde. Tout le monde parle de mobilité. Vous pouvez échanger sur c'est un des rares sujets sur lesquels je travaille, avec lequel je peux tous les week-ends discuter. Les gens vont m'expliquer comment ils roulent, comment ils voudraient rouler, les craintes qu'ils ont. Ils y croient pas. On y croit pas. C'est assez curieux d'ailleurs, parce qu'on est quand même dans une vraie réalité. Aujourd'hui, on a des objectifs réglementaires, les technologies existent, les investissements sont faits par l'ensemble des acteurs, mais il y a encore des gens qui croient ou qui ne croient pas à la mobilité décarbonée. Donc c'est pour ça que les artistes sont aussi là pour bousculer un peu tout le monde, le grand public bien sûr, mais aussi les industriels qui vont se confronter finalement à ces propositions artistiques qui sont, à mon avis, aussi potentiellement très inspirantes pour les véhicules de demain. Alors plus concret que ces propositions artistiques, vous avez aussi des startups qui proposent des innovations. D'ailleurs, vous allez remettre des prix d'innovation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Pas seulement les startups. Et effectivement, nous avons, du coup, avec le comité, créé ce prix qui va récompenser 5 catégories, hein, la mobilité individuelle, la mobilité collective, la mobilité professionnelle, les infrastructures et les solutions connectées. Le comité donc, rassemblé donc, a travaillé sur 198 dossiers. Ah oui, première édition, 198 dossiers. Oui, c'est pour le coup, il se passe des choses. Hein. On sent que, en tout cas, le sujet intéresse. La France est très mobilisée, les entreprises françaises, les startups, vous en avez parlé, mais également les PME, les grands groupes, des acteurs du monde associatif. C'est normal ça? C'est la navette qui va partir. Je crois que nous allons décoller. Voilà. Donc effectivement, 198 dossiers, donc c'était inespéré. Une première édition, on pensait qu'une centaine, voilà. Donc effectivement, la mobilisation a été très forte. Le jury a œuvré, a débattu. Les échanges étaient effectivement très intéressants parce que nous avions les acteurs des collectivités avec les industriels qui échangeaient pour effectivement à un moment donné savoir s'il valait mieux celui-là ou celui-là en lauréat. Donc chacun argumentait avec sa problématique. Et finalement, ces échanges avec le jury pour choisir les lauréats qui seront récompensés ce soir ont été déjà des prémices finalement aux débats qui ont lieu pendant les 3 jours de l'événement. Merci beaucoup Stéphanie, bravo pour cette première édition de Drive to Zero. On peut venir sur les salons, alors pour les professionnels jeudi de 9h30 à 19h et vendredi également, et pour le grand public ce sera ouvert vendredi de 9h30 à 18h. Voilà. Au Grand Palais éphémère. Merci. À Paris. Merci beaucoup Stéphanie. Laurent, merci de nous rejoindre dans la navette autonome de BNP Arval.
Alors Xavier, vous êtes délégué général de Mobiliance, l'organisation patronale qui représente les professions de l'automobile et de la mobilité. Ce sont 22 métiers que vous représentez. Sont-ils tous concernés par le salon Drive to Zero? Oui, bien sûr, parce qu'un salon de ce type, Drive to Zero, ce fameux zéro, qui est une asymptote et en même temps un objectif absolument fondamental pour l'industrie automobile, c'est une question de métamorphose. Comme je dis souvent, c'est pas simplement une transformation, c'est une métamorphose totale du modèle économique et de toutes les compétences et des emplois qui y sont associés. Et Mobiliance a cette particularité de constituer en tant que tel un écosystème de métiers qui sont tous interdépendants. Et ce qui se passe sur une partie de la chaîne de valeur concerne d'autres parties de notre chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un événement du type Drive to Zero, on ne peut pas imaginer la distribution d'automobiles ou d'engins de mobilité, quelle qu'en soit la forme et quelle qu'en soit la manière, que ce soit de la mobilité individuelle ou de la mobilité partagée, sans intégrer dans la réflexion et le modèle économique le recyclage et ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire, qui est beaucoup plus large. Donc oui, Mobiliance est présent dans ce salon, précisément aussi pour montrer à l'ensemble de la profession qu'il y a maintenant un axe qui a été clairement, le plus clairement possible, énoncé sur un plan politique par la Commission européenne, avec la dernière décision qui a été enfin entérinée au bout de plusieurs semaines de crise diplomatique. En tout cas, retenons cette échéance de 2035, avec un certain nombre de jalons en 2030 et puis en 2025. Donc maintenant, il faut se mettre en position, les uns et les autres, à la fois dans l'industrie automobile, mais aussi au niveau de la distribution et des services, pour prendre ce nouveau départ du meilleur pied possible, si je puis dire, et puis de modifier un très grand nombre de leviers, de curseurs. Ça sera compliqué, sans aucun doute, c'est même très compliqué et brutal, mais on est des entrepreneurs, on représente des entrepreneurs, et l'ADN d'un entrepreneur consiste précisément à sauter par-dessus les obstacles, à savoir les dépasser, les transcender, et surtout les transformer, pour le coup, en opportunités de croissance, de développement et d'émergence de nouveaux emplois, de nouveaux modèles et de nouveaux donc relais de croissance. Alors, l'avenir de la mobilité était jusqu'à présent électrique, c'est ce que souhaitait en tous les cas la Commission européenne. Il y a eu un revirement qui a été provoqué, on va dire, par nos amis allemands. Là maintenant, on parle de carburant de synthèse. Est-ce que c'est un revers pour la France ? Je pense que nos partenaires allemands, comme d'autres pays, parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur l'Allemagne, qui a mené ce qui a été présenté en France comme étant une fronde, à tort, mais l'Allemagne n'était pas seule, il y avait également l'Italie, il y avait également la Pologne, il y avait également la Hongrie et d'autres pays encore, qui ont manifesté, déjà, j'enfonce une porte ouverte en le disant, le fait est évident qu'il n'y a pas de consensus aussi solide, aussi définitif qu'on a bien voulu le présenter. Pour être encore plus clair, je pense que nos partenaires européens, pour un bon nombre d'entre eux, ont dit tout haut ce que beaucoup d'autres pays, en tout cas au niveau de l'industrie automobile, pensent tout bas. C'est-à-dire que notre filière a toujours plaidé pour cette trajectoire de décarbonation. C'est absolument incontestable, ça serait lui faire un mauvais procès que de dire le contraire. Je pense même que la filière automobile est au premier rang des industries pour réussir, pour opérer sur un plan historique et économique cette trajectoire très difficile de décarbonation. Mais notre discours a toujours consisté à rappeler qu'il valait mieux organiser une compétition des technologies entre elles pour atteindre le plus efficacement possible, y compris sur le plan économique et sur le plan social, évidemment, cette échéance de 2035 et de manière plus large, cette neutralité carbone à l'horizon 2050. On est quelque chose de, encore une fois, de hautement complexe qui va bien au-delà de la filière automobile elle-même. Donc, la décision a été prise, comme je disais tout à l'heure. Il y a une ouverture sur ce qu'on appelle les e-carburants, les e-fuels ou les carburants synthétiques, à la demande effectivement de l'Allemagne.
On verra bien si ce carburant et quelle place aura cette alternative par rapport à l'électrique qui va tout dominer, qui domine tout de manière extrêmement nette en réalité par rapport aux choix qui ont été effectués en termes d'investissement par les constructeurs et par les équipementiers. Mais en tout cas, il y a cette alternative. Il peut y en avoir d'autres, ça dépendra de la clause de revoyure, cette fameuse clause de revoyure qui est prévue par le même texte à l'horizon 2026. En revanche, il ne faut pas être naïf. 2026, c'est à la fois proche et très loin. Ce que je veux dire par là, c'est que les investissements à opérer sont absolument massifs et ils ne peuvent pas être retardés dans le temps. Donc il est normal que l'écrasante majorité des constructeurs soient sur une trajectoire d'accélération maintenant, parce qu'on est sur un marché hyper concurrentiel, sur le plan européen, sur le plan français, et évidemment dans un cadre mondial. Ce que j'observerais simplement, c'est qu'il y a quand même certains constructeurs, comme BMW, comme Toyota, qui sont beaucoup plus mesurés, en disant attention, il faut de l'équilibre, il faut Le fameux mix énergétique. il faut un mix énergétique plus équilibré, qui appelle beaucoup d'autres paramètres que j'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple la nature de la production d'électricité dont on aura besoin et qui sera colossale au cours des prochaines années, ne serait-ce que pour produire, assembler, et puis demain évidemment ravitailler plusieurs dizaines, puis plusieurs centaines de batteries et de véhicules électriques qui circuleront sur nos routes. Et puis à moyen terme, c'est-à-dire à l'horizon 2040, nos derniers chiffres montrent que, en suivant les trajectoires actuelles d'immatriculation de véhicules électrifiés, qui ont effectivement beaucoup progressé au cours des 3 dernières années en France et en Europe, il y a une force d'inertie qui est importante au niveau du parc. Ce que je veux dire par là, c'est que à cet horizon de temps, on aura encore à peu près 40% de véhicules thermiques qui circuleront encore dans le parc français, et peut-être encore beaucoup plus que ça au niveau européen, quand on prend des pays qui ne sont pas tout à fait sur la même ligne de départ en termes de mix énergétique, de taille de parc ou d'ancienneté du parc. Donc on touche à beaucoup de facteurs, beaucoup de paramètres à la fois, et l'enjeu de la décarbonation a ceci de compliqué, qu'il faut à la fois gérer le flux et le stock. Le flux, c'est l'accélération des immatriculations de véhicules neufs, dans un cadre européen, de manière à ce que l'Europe elle-même ne soit pas à plusieurs vitesses. Ça, c'est pour le flux. Et puis pour le stock, c'est le parc roulant européen ou français, et on parle à chaque fois de plusieurs dizaines de millions d'unités, et de manière statistique, de manière mécanique, il faut beaucoup plus de temps qu'on l'imagine pour opérer une décarbonation à plus grande échelle qui puisse embrasser à la fois le flux et le stock. Et les autres pays du monde. Parce qu'en fait, la décarbonation ne concerne pas que l'Europe. Alors, Stéphanie, vous posez le doigt sur une excellente question, parce qu'on a tendance, sans jeu de mots, à être très auto-centré et à avoir peut-être la tentation, en tout cas du moins, d'être un peu messianique au niveau européen. Je pense qu'il est important d'avoir une ambition. L'Europe doit avoir une ambition propre, dans tous les sens du terme, entre les États-Unis et l'Asie. La compétition entre ces 3 grands pôles est extrêmement intense et ne va cesser de se renforcer au cours des prochaines années. Mais, effectivement, si on a un drive to zero qui est trop centré sur les pays occidentaux et sur l'Europe en particulier, il ne faut surtout pas oublier que l'effort doit être mondial si on veut tenir la trajectoire de protection du climat à l'horizon 2050. Et donc on ne peut pas ignorer, loin de là, ce qui peut se passer dans d'autres grandes régions du monde, que ce soit par exemple l'Afrique, l'Amérique centrale, l'Inde, sans parler de la Chine, compte tenu du caractère massif d'États ou de pays qui ont la taille de continents. Donc attention à ne pas pécher par excès de dogmatisme ou d'un certain messianisme en se centrant sur nos propres problèmes, avec des bénéfices sur le plan environnemental qui peuvent être importants et qu'il faut réaliser, mais qui, dans la somme globale et à l'échelle du monde, risquent de n'être
que marginal, finalement. Juste 2 chiffres. La Chine, c'est 30% des émissions de CO2 dans le monde. La France, c'est moins de 1% des émissions de CO2. Donc, pour parler de transition énergétique, de soutenabilité, d'acceptabilité sociale, il faut jamais oublier aussi la réalité des chiffres et des grands ordres de grandeur pour bâtir des politiques, pour le coup extrêmement difficiles. Moi, je pense que sur les épaules de nos politiques aujourd'hui pèse, dans tous les sens du terme, une vraie gravité en termes de prise de décision et de faisabilité de ces prises de décision sur des calendriers qui sont en réalité extrêmement contraints. Merci beaucoup, Xavier. Merci Stéphanie. Julie Huyghe Despointes, bonjour. Vous Bonjour. êtes directrice Nouvelle Mobilité chez Arval C'est exact, et nous nous trouvons dans l'une de vos navettes autonomes. c'est exact. Alors celle-ci circule en ce moment, depuis quelques mois je crois, à Rueil-Malmaison. Elle permet de desservir BNP. Donc depuis la gare, c'est réservé aux employés. C'est ça, donc c'est une expérimentation de navette autonome que nous avons démarrée en 2021 pour être précis, en partenariat avec la ville de Rueil-Malmaison, qui s'est occupée de tout l'aménagement de voiries, de la signalétique pour que l'expérimentation puisse se faire en toute sécurité. Et également, nous avons confié l'exploitation de ces navettes à la RATP, qui est notre partenaire pour cette expérimentation. Et donc la navette va de la station RER de Rueil-Malmaison jusqu'au siège social d'Arval. Ce qu'il faut aux heures de préciser, pointe, oui, dans le la matin. circulation. Oui, sur route ouverte et au milieu de la circulation, aux heures de pointe, le matin, donc aux heures d'arrivée au bureau, et le soir, à l'heure où les salariés repartent. Alors autonome, je précise qu'il n'y a vraiment pas de conducteur. Alors, il y a un opérateur à bord, puisque c'est la loi qui nous l'impose, mais si vous regardez autour de vous, il n'y a absolument pas ni de volant ni de pédale. Ni de frein. Voilà, il y a un bouton d'arrêt d'urgence, donc la loi exige qu'il y ait un opérateur à bord pour pouvoir arrêter la navette en cas de problème, mais la navette est effectivement 100% autonome sur tout le trajet. Alors là, elle circule à 20 km/h. Non, sa vitesse maximum, sa vitesse de Ah pointe, oui, je sais. Mais par contre, à Rueil, elle roule à 20 km, c'est ça? à 13 km à l'heure. À 13 km à l'heure. Oui, c'est encore une vitesse très limitée, effectivement. Elle peut rouler plus vite, mais dans un contexte de route ouverte, qui est celui de Rueil-Malmaison, avec beaucoup de piétons qui traversent, un rond-point, nous avons un feu dans la rue avec une école. Donc c'est vraiment des voitures qui doublent, puisque nous sommes aux heures de pointe le matin et le soir. C'est un contexte de route ouverte assez complexe, et donc la vitesse de pointe d'exploitation de cette navette-ci a été fixée à 13 km à l'heure pour mettre toute la sécurité de notre côté et s'assurer qu'il n'y ait vraiment aucune problématique. Alors par contre, il me semble, vous me direz si je me trompe, que cette navette a déjà été utilisée dans un autre contexte, faisant des pointes pour le coup à 50 km/h, mais sur une route dédiée. Oui, c'est exact. Alors, ce ne sont pas des expérimentations Arval, donc je n'en connais pas tous les détails, mais il existe bien entendu opéré soit par les constructeurs, donc là c'est une navette EasyMile, soit par la RATP. Il existe des expérimentations dans d'autres environnements, et notamment quand la route est dédiée, il y a des expérimentations qui montent jusqu'à 50 km à l'heure, c'est exact. Alors est-ce que vous pensez que c'est un modèle, cette navette autonome, qui va se développer partout en France? Ou alors, voilà, ça reste, c'est pour le show? Alors, ça reste encore... il n'y en a encore pas beaucoup, mais ça se multiplie vraiment beaucoup. Il commence à y avoir des exploitations qui sont rentables, parce que le fait de faire l'économie d'un opérateur à bord, quand on est sur site fermé notamment, sur site fermé, la loi autorise qu'il n'y ait pas d'opérateur à bord, et donc il y ait un opérateur déporté qui fasse une supervision sur écran, et donc il peut superviser plusieurs navettes en même temps. Et à ce moment-là, si la navette tourne dans des horaires assez élargis, par exemple jour et nuit, là, il commence à y avoir des expérimentations qui sont rentables financièrement.
Et il y a d'autres expérimentations sur routes dédiées où effectivement il y a des trajets qui commencent à être à des vitesses très intéressantes et vraiment, viables. Voilà. Donc c'est encore petit, anecdotique, mais la technologie évolue très vite. Il y a de plus en plus de cas d'usage possibles et donc je pense qu'il y en aura de plus en plus. Et quels sont les avantages en fait des navettes autonomes, mis à part, vous l'avez évoqué, la rentabilité pour les collectivités locales? Alors l'avantage c'est déjà on est sur une mobilité complètement verte. Ça c'est très positif évidemment. Cette navette fonctionne à quoi? À l'électricité? À l'électricité. Et l'idéal c'est de les faire fonctionner à l'électricité verte bien sûr, mais donc voilà c'est un mode de déplacement vert. Et puis surtout c'est un mode de déplacement en fait très sûr et très régulier. Donc dans des circonstances où on doit avoir des rotations très régulières pendant des plages horaires très longues, c'est vraiment un moyen de transport très fiable et un use case intéressant. Donc par exemple sur des sites fermés, des grands campus ou des sites d'hôpitaux, une navette qui va faire le tour de tous les bâtiments de manière régulière pour permettre, ou sur des aéroports par exemple, à des usagers de passer d'un bâtiment à l'autre ou d'un terminal à l'autre. Il y a vraiment des cas d'usage qui commencent à être vraiment intéressants. Alors vous, Arval appartient à BNP, donc une banque, un établissement financier. Quel est l'intérêt pour BNP d'avoir une filiale qui fait de la mobilité? Alors, Arval, c'est une société qui, à l'origine, faisait de la location longue durée de véhicules d'entreprise, donc des flottes de véhicules pour les entreprises. Ça, c'est notre métier historique, donc nous finançons des flottes. Aujourd'hui, on est en train de transformer littéralement notre métier pour passer d'un loueur de véhicules pour les entreprises, donc on s'adressait à 20% des salariés de nos clients qui étaient éligibles à un véhicule de service ou de fonction. Maintenant, on s'adresse à 100% des salariés de nos clients et sur tous leurs trajets, qu'ils soient professionnels ou privés. Et donc, on vient accompagner tous ces déplacements avec tous les modes de mobilité qui peuvent être utilisés. Donc, notre vocation, c'est de proposer le bon moyen pour le bon usage, de manière à accompagner nos clients vers une mobilité plus durable. Donc, ça commence par ouvrir la flotte automobile à des véhicules plus verts. Donc on est passé de flotte de diesel à essence et maintenant à électrique avec une forte ambition sur l'électrique. On vise d'avoir 700 000 véhicules électriques à la route à l'horizon 2025, dont 150 000 en France. Et puis, au-delà du véhicule, qui est notre métier historique, du financement de véhicules, c'est proposer des solutions alternatives à la voiture quand cela est possible. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons développé tout un panel de services, de la location longue durée de vélos, par exemple, à des solutions d'autopartage, de covoiturage d'entreprise, des solutions de trottinettes partagées ou de vélo partage. Et nous avons également le dernier de nos services qui s'appelle Arval Mobility App, développé une application mobile dans laquelle nous avons intégré les solutions de déplacement intra-entreprise, de déplacement partagé intra-entreprise d'Arval, donc l'autopartage, le vélo partage et la trottinette partage, avec les solutions de transport en commun des 20 plus grandes agglomérations françaises et des solutions de taxi, de VTC, donc tout ça mis dans une seule application, avec la possibilité pour l'entreprise de configurer l'application en fonction de ses priorités, qu'elles soient d'économie de CO2 ou de gain en productivité, donc le critère temps, ou encore le critère financier pour faire des économies financières. Et le résultat, donc, quand un collaborateur se servira de l'application pour aller d'un point A à un point B, l'application va lui proposer les modes de déplacement en fonction des critères de l'entreprise. Donc chez Arval, on fait de la multimodalité. Tout à fait. Voilà. Donc précurseur par rapport, peut-être un exemple à suivre pour les collectivités locales. Alors que pensez-vous justement de ce salon, Drive to Zero, qui réunit tous les acteurs de l'écosystème? Alors c'est une première édition, donc on est toujours très enthousiaste de voir un nouveau salon comme ça se monter. Je pense que c'est une belle initiative. C'est une première édition où on sent les participants motivés,
contents d'être là, beaucoup d'intérêt, beaucoup de sujets. Voilà, même si c'est encore, on sent embryonnaire, la taille du salon n'est pas énorme, c'est à taille humaine, mais on sent qu'il y a une très belle énergie et une volonté des acteurs d'être présents. Donc je pense que c'est un salon qui va avoir, je l'espère, un bel avenir. Merci beaucoup Julie de m'avoir accueilli dans votre navette autonome et très bon salon. Merci Stéphanie, c'était un plaisir de vous accueillir au sein de cette navette. Bon salon à vous aussi. Merci. Qui vient de BMW i3 pour pas le dire, qui est dépollué de son époxy et qui est mélangé avec un PA6 et qui est injecté à Chalon-sur-Saône. Donc on a un câble qui vaut 100 €, qui est fabriqué en France et qui nous permet d'être compétitif et de faire un vélo électrique avec un moteur français Valeo, des roues françaises Mavic, des composants de transmission comme Stronglite ou Innovaride qui sont de Saint-Etienne qui est français, et tous les composants qu'on n'a pas trouvés en Europe, on les a refabriqués. On a refabriqué des potences, on a refabriqué des pédales, on a refabriqué des guidons. Et ce qu'on n'a pas trouvé en France, on est allé chercher en Allemagne et en Italie. Donc on a 98% de la valeur qui est européenne là sous vos yeux. Et on a 2 composants qui viennent encore d'Asie et on est en train de se battre pour que ça disparaisse.